Les éditions Le Livre qui parle vous proposent d'écouter L'œuvre, un roman d'Émile Zola, 14e volume de la série Les Rougon-Macquart, lu et enregistré par Marine Guès-Vernin. Chapitre 1. Claude passait devant l'hôtel de ville et 2 heures du matin sonnaient à l'horloge quand l'orage éclata. Il s'était oublié à rôder dans les halles par cette nuit brûlante de juillet, en artiste flâneur, amoureux du Paris nocturne. Brusquement, les gouttes tombèrent si larges, si drues, qu'il prit sa course, galopa dégingandé, éperdu le long du quai de la Grève. Mais, au pont Louis-Philippe, une colère de son essoufflement l'arrêta. Il trouvait imbécile cette peur de l'eau, et dans les ténèbres épaisses, sous le cinglement de l'averse qui noyait les becs de gaz, il traversa lentement le pont, les mains ballantes. Du reste, Claude n'avait plus que quelques pas à faire. Comme il tournait sur le quai de Bourbon dans l'île Saint-Louis, un vif éclair illumina la ligne droite et plate des vieux hôtels rangés devant la Seine, au bord de l'étroite chaussée. La réverbération alluma les vitres des hautes fenêtres sans persiennes. On vit le grand air triste des antiques façades, avec des détails très nets, un balcon de pierre, une rampe de terrasse, la guirlande sculptée d'un fronton. C'était là que le peintre avait son atelier, dans les combles de l'ancien hôtel du Martois, à l'angle de la rue de la Femme sans tête. Le quai entrevu était aussitôt retombé aux ténèbres, et un formidable coup de tonnerre avait ébranlé le quartier endormi. Arrivé devant sa porte, une vieille porte ronde et basse, bardée de fer, Claude, aveuglé par la pluie, tâtonna pour tirer le bouton de la sonnette. Et sa surprise fut extrême. Il eut un tressaillement en rencontrant dans l'encoignure, collé contre le bois, un corps vivant. Puis, à la brusque lueur d'un second éclair, il aperçut une grande jeune fille, vêtue de noir, et déjà trempée, qui grelottait de peur. Lorsque le coup de tonnerre les eut secoués tous les deux, il s'écria « Ah bien, si je m'attendais, qui êtes-vous? Que voulez-vous » Il ne la voyait plus, il l'entendait seulement sangloter et bégayer. « Oh monsieur, ne me faites pas du mal, c'est le cocher que j'ai pris à la gare et qui m'a abandonné près de cette porte en me brutalisant. Oui, un train a déraillé du côté de Nevers. Nous avons eu 4 heures de retard, je n'ai pu trouver la personne qui devait m'attendre. Mon Dieu, c'est la première fois que je viens à Paris, monsieur, je ne sais pas où je suis. » Un éclair éblouissant lui coupa la parole, et ses yeux dilatés parcoururent avec effarement ce coin de ville inconnu, l'apparition violâtre d'une cité fantastique. La pluie avait cessé. De l'autre côté de la Seine, le quai des Ormes alignait ses petites maisons grises, bariolées en bas par les boiseries des boutiques, découpant en haut leurs toitures inégales, tandis que l'horizon élargi s'éclairait, à gauche jusqu'aux ardoises bleues des combles de l'hôtel de ville, à droite jusqu'à la coupole plombée de Saint-Paul. Mais ce qui la suffoquait surtout, c'est l'encaissement de la rivière, la fosse profonde où la Seine coulait à cet endroit, noirâtre, des lourdes piles du pont Marie aux arches légères du nouveau pont Louis-Philippe. D'étranges masses peuplaient l'eau, une flottille dormante de canots et de yolles, un bateau lavoir et une dragueuse amarrés au quai. Puis, là-bas, contre l'autre berge, des péniches pleines de charbon, des chalands chargés de meulières, dominés par le bras gigantesque d'une grue de fonte. Tout disparut. Bon, une farceuse, pensa Claude. Quelques gueuses flanquées à la rue et qui cherchent un homme. Il avait la méfiance de la femme. Cette histoire d'accident, de train en retard, de cocher brutal, lui paraissait une invention ridicule. La jeune fille, au coup de tonnerre, s'était renfoncée dans le coin de la porte, terrifiée. « Vous ne pouvez pourtant pas coucher là, » reprit-il tout haut. Elle pleurait plus fort. Elle balbutia. « Monsieur, je vous en prie, conduisez-moi à Passy.
C'est à Passy que je vais. » Il haussa les épaules. Le prenait-elle pour un sot? Machinalement, il s'était tourné vers le quai des Célestins où se trouvait une station de fiacre. Pas une lueur de lanterne ne luisait. « À Passy, ma chère. Pourquoi pas Versailles? Où diable voulez-vous qu'on pêche une voiture à cette heure et par un temps pareil ?» Mais elle jeta un cri, un nouvel éclair l'avait aveuglée. Et cette fois, elle venait de revoir la ville tragique dans un éclaboussement de sang. C'était une trouée immense, les deux bouts de la rivière s'enfonçant à perte de vue au milieu des braises rouges d'un incendie. Les plus minces détails apparurent. On distingua les petites persiennes fermées du quai des Ormes, les deux fentes des rues de la Masure et du Pan Blanc coupant la ligne des façades. Près du Pont-Marie, on aurait compté les feuilles des grands platanes qui mettent là un bouquet de superbe verdure. Tandis que, de l'autre côté, sous le pont Louis-Philippe, au Mail, les toux, alignés sur 4 rangs, avaient flambé, avec les tas de pommes jaunes dont elles craquaient. Et l'on vit encore les remous de l'eau, la cheminée haute du bateau lavoir, la chaîne immobile de la dragueuse, des tas de sable sur le port, en face, une complication extraordinaire de choses, tout un monde emplissant l'énorme coulée, la fosse creusée d'un horizon à l'autre. Le ciel s'éteignit, le flot ne roula plus que des ténèbres dans le fracas de la foudre. « Oh mon Dieu, c'est fini. Oh mon Dieu, que vais-je devenir ?» La pluie maintenant recommençait, si raide, poussée par un tel vent qu'elle balayait le quai avec une violence d'écluse lâchée. « Allons, laissez-moi rentrer, » dit Claude. « Ce n'est pas tenable. » Tous deux se trempaient. À la clarté vague du bec de gaz, scellé au coin de la rue de la Femme-sans-Tête, il la voyait ruisseler, la robe collée à la peau, dans le déluge qui battait la porte. Une pitié l'envahit. Il avait bien, un soir d'orage, ramassé un chien sur un trottoir. Mais cela le fâchait de s'attendrir. Jamais il n'introduisait de filles chez lui. Il les traitait toutes en garçons qui les ignoraient, d'une timidité souffrante qu'il cachait sous une fanfaronnade de brutalité. Et celle-ci, vraiment, le jugeait trop bête de le raccrocher de la sorte avec son aventure de vaudeville. Pourtant, il finit par dire « En voilà assez, montons, vous coucherez chez moi. » Elle s'effara davantage, elle se débattait. « Chez vous ? Oh, mon Dieu, non, non, c'est impossible. Je vous en prie, monsieur, conduisez-moi à Passy. Je vous en prie, à main jointe. » Alors, il s'emporta. Pourquoi ces manières, puisqu'il la recueillait? Déjà, 2 fois, il avait tiré la sonnette. Enfin, la porte céda, et il poussa l'inconnu. « Non, non, monsieur, je vous dis que non. » Mais un éclair l'éblouit encore, et quand le tonnerre gronda, elle entra d'un bond, éperdue. La lourde porte s'était refermée. Elle se trouvait sous un vaste porche, dans une obscurité complète. « Madame Joseph, c'est moi !» cria Claude à la concierge. Et à voix basse, il ajouta « Donnez-moi la main, nous avons la cour à traverser. » Elle lui donna la main. Elle ne résistait plus, étourdie, anéantie. De nouveau, ils passèrent sous la pluie diluvienne, courant côte à côte violemment. C'était une cour seigneuriale, énorme avec des arcades de pierre, confuses dans l'ombre. Puis, ils abordèrent à un vestibule, étranglé, sans porte. Et il lui lâcha la main. Elle l'entendit frotter des allumettes en jurant. Toutes étaient mouillées. Il fallut monter à tâtons. « Prenez la rampe et méfiez-vous, les marches sont hautes. » L'escalier, très étroit, un ancien escalier de service, avait 3 étages démesurés, qu'elle gravit en butant, les jambes cassées, maladroites. Ensuite, il la prévint qu'il devait suivre un long corridor, et elle s'y engagea derrière lui, les 2 mains filant contre les murs, allant sans fin dans ce couloir qui revenait vers la façade, sur le quai. Puis, ce fut de nouveau un escalier, mais dans le comble celui-là. Un étage de marches en bois qui craquait, sans rampe,
branlantes et raides comme les planches mal dégrossies d'une échelle de meunier. En haut, le palier était si petit qu'elle se heurta dans le jeune homme en train de chercher sa clé. Il ouvrit enfin. « N'entrez pas, attendez, autrement vous vous cogneriez encore. » Et elle ne bougea plus. Elle soufflait, le cœur battant, les oreilles bourdonnant, achevée par cette montée dans le noir. Il lui semblait qu'elle montait depuis des heures, au milieu d'un tel dédale, parmi une telle complication d'étages et de détours, que jamais elle ne redescendrait. Dans l'atelier, de gros pas marchaient, des mains frôlaient, il y eut une dégringolade de choses accompagnée d'une sourde exclamation. La porte s'éclaira. « Entrez donc, ça y est. » Elle entra, regarda sans voir. L'unique bougie pâlissait dans ce grenier, haut de 5 mètres, empli d'une confusion d'objets dont les grandes ombres se découpaient bizarrement contre les murs peints en gris. Elle ne reconnut rien. Elle leva les yeux vers la baie vitrée, sur laquelle la pluie battait avec un roulement assourdissant de tambour. Mais, juste à ce moment, un éclair embrasa le ciel et le coup de tonnerre suivit de si près que la toiture sembla se fendre. Muette, toute blanche, elle se laissa tomber sur une chaise. « Bigre !» murmura Claude, un peu pâle lui aussi. En voilà un qui n'a pas tapé loin. Il était temps, on est mieux ici que dans la rue, hein. Et il retourna vers la porte qu'il ferma bruyamment, à double tour, pendant qu'elle le regardait faire, de son air stupéfié. « Là, nous sommes chez nous. » D'ailleurs, c'était la fin. Il n'y eut plus que des coups éloignés, bientôt le déluge cessa. Lui, qu'une gêne gagnait à présent, l'avait examinée d'un regard oblique. Elle ne devait pas être trop mal, et jeune à coup sûr, 20 ans au plus. Cela achevait de le mettre en méfiance, malgré un doute inconscient qui le prenait, une sensation vague qu'elle ne mentait peut-être pas absolument. En tout cas, elle avait beau être maligne, elle se trompait si elle croyait le tenir. Il exagéra son allure bourrue, il dit d'une grosse voix « Hein, couchons-nous, ça nous séchera. » Une angoisse la fit se lever. Elle aussi l'examinait, sans le regarder en face, et ce garçon maigre, aux articulations noueuses, à la forte tête barbue, redoublait sa peur, comme s'il était sorti d'un conte de brigand, avec son chapeau de feutre noir et son vieux paletot marron, verdi par les pluies. Elle murmura « Merci, je suis bien. Je dormirai habillée. »« Comment habillée, avec ces vêtements qui ruissellent ? Ne faites donc pas la bête, déshabillez-vous tout de suite. » Et il bousculait des chaises, il écartait un paravent à moitié crevé. Derrière, elle aperçut une table de toilette et un tout petit lit de fer dont il se mit à enlever le couvre-pied. « Non, non, monsieur, ce n'est pas la peine. Je vous jure que je resterai là. » Du coup, il entra en colère, gesticulant, tapant des poings. « À la fin, allez-vous me ficher la paix, puisque je vous donne mon lit, qu'avez-vous à vous plaindre ? Et ne faites pas l'effaroucher, c'est inutile. Moi, je coucherai sur le divan. » Il était revenu sur elle, d'un air de menace. Saisie, croyant qu'il voulait la battre, elle ôta son chapeau en tremblant. Par terre, ses jupes s'égouttaient. Lui continuait de grogner. Pourtant, un scrupule parut le prendre, et il lâcha enfin, comme une concession. « Vous savez, si je vous répugne, je veux bien changer les draps. » Déjà, il les arrachait, il les lançait sur le divan, à l'autre bout de l'atelier. Puis, il en tira une paire d'une armoire, et il refit lui-même le lit, avec une adresse de garçon habitué à cette besogne. D'une main soigneuse, il bordait la couverture du côté de la muraille, il tapait l'oreiller, ouvrait les draps. « Bosiette, au dodo maintenant !» Et comme elle ne disait rien, toujours immobile, promenant ses doigts égarés sur son corsage sans se décider à le déboutonner, il l'enferma derrière le paravent. Mon Dieu, que de pudeur! Vivement, il se coucha lui-même, les draps étalés sur le divan, ses vêtements pendus à un vieux chevalet, et lui tout de suite allongé sur le dos.
Mais, au moment de souffler la bougie, il songea qu'elle ne verrait plus clair. Il attendit. D'abord, il ne l'avait pas entendue remuer. Sans doute, elle était demeurée toute droite à la même place, contre le lit de fer. Puis, à présent, il saisissait un petit bruit d'étoffe, des mouvements lents et étouffés, comme si elle s'y était reprise à 10 fois, écoutant, elle aussi, dans l'inquiétude de cette lumière qui ne s'éteignait pas. Enfin, après de longues minutes, le sommier cria faiblement. Il se fit un grand silence. « Êtes-vous bien, mademoiselle ?» demanda Claude d'une voix très adoucie. Elle répondit d'un souffle à peine distinct, encore chevrotant d'émotion. « Oui, monsieur, très bien. »« Alors bonsoir. »« Bonsoir. » Il souffla la lumière, le silence retomba, plus profond. Malgré sa lassitude, ses paupières bientôt se rouvrirent. Une insomnie le laissa les yeux en l'air, sur la baie vitrée. Le ciel était redevenu très pur. Il voyait les étoiles étinceler dans l'ardente nuit de juillet. Et malgré l'orage, la chaleur restait si forte qu'il brûlait, les bras nus hors du drap. Cette fille l'occupait. Un sourd débat bourdonnait en lui. Le mépris qu'il était heureux d'afficher, la crainte d'encombrer son existence s'il cédait, la peur de paraître ridicule en ne profitant pas de l'occasion. Mais le mépris finissait par l'emporter. Il se jugeait très fort. Il imaginait un roman contre sa tranquillité, ricanant d'avoir déjoué la tentation. Il étouffa davantage et sortit ses jambes, pendant que la tête lourde, dans l'hallucination du demi-sommeil, il suivait, au fond du brasillement des étoiles, des nudités amoureuses de femmes, toute la chair vivante de la femme qu'il adorait. Puis, ses idées se brouillèrent davantage. Que faisait-elle? Longtemps, il l'avait crue endormie, car elle ne soufflait même pas. Et maintenant, il l'entendait se retourner, comme lui, avec d'infinies précautions qui la suffoquaient. Dans son peu de pratique des femmes, il tâchait de raisonner l'histoire qu'elle lui avait contée, frappé à cette heure de petits détails, devenu perplexe. Mais toute sa logique fuyait. À quoi bon se casser le crâne inutilement? Qu'elle eût dit la vérité ou qu'elle eût menti, pour ce qu'il voulait faire d'elle, il s'en moquait. Le lendemain, elle reprendrait la porte, bonjour, bonsoir, et ce serait fini. On ne se reverrait jamais plus. Au jour seulement, comme les étoiles pâlissaient, il parvint à s'endormir. Derrière le paravent, elle, malgré la fatigue écrasante du voyage, continuait à s'agiter, tourmentée par la lourdeur de l'air, sous le zinc chauffé du toit. Et elle se gênait moins. Elle eut une brusque secousse d'impatience nerveuse, un soupir irrité de vierge, dans le malaise de cet homme qui dormait là, près d'elle. Le matin, Claude, en ouvrant les yeux, battit des paupières. Il était très tard, une large nappe de soleil tombait de la baie vitrée. C'était une de ces théories que les jeunes peintres du plein air devaient louer les ateliers dont ne voulaient pas les peintres académiques, ceux que le soleil visitait de la flamme vivante de ses rayons. Mais un premier ahurissement l'avait fait s'asseoir, les jambes nues. Pourquoi diable se trouvait-il couché sur son divan? Il promenait ses yeux, encore troubles de sommeil, quand il aperçut, à moitié caché par le paravent, un paquet de jupes. Ah oui, cette fille, il se souvenait. Il prêta l'oreille, il entendit une respiration longue et régulière, d'un bien-être d'enfant. Bon, elle dormait toujours, et si calme que ce serait dommage de la réveiller. Il restait étourdi, il se grattait les jambes, ennuyé de cette aventure dans laquelle il retombait et qui allait lui gâter sa matinée de travail. Son cœur tendre l'indignait. Le mieux était de la secouer pour qu'elle filât tout de suite. Cependant, il passa un pantalon doucement, chaussa des pantoufles, marcha sur la pointe des pieds. Le coucou sonna 9 heures,
et Claude eut un geste inquiet. Rien n'avait bougé. Le petit souffle continua. Alors, il pensa que le mieux était de se remettre à son grand tableau. Il ferait son déjeuner plus tard, quand il pourrait remuer. Mais il ne se décidait point. Lui qui vivait là, dans un désordre abominable, était gêné par le paquet des jupes, glissé à terre. De l'eau avait coulé, les vêtements étaient trempés encore. Et, tout en étouffant des grognements, il finit par les ramasser, un à un, et par les étendre sur des chaises, au grand soleil. S'il était permis de tout jeter ainsi à la débandade, jamais ça ne serait sec, jamais elle ne s'en irait. Il tournait et retournait maladroitement ses chiffons de femme, s'embarrassait dans le corsage de laine noire, cherchait à quatre pattes les bas, tombés derrière une vieille toile. C'étaient des bas de fil d'Écosse, d'un gris cendré, long et fin, qu'il examina avant de les pendre. Le bord de la robe les avait mouillés, eux aussi, et il les étira. Il les passa entre ses mains chaudes pour la renvoyer plus vite. Depuis qu'il était debout, Claude avait envie d'écarter le paravent et de voir. Cette curiosité, qu'il jugeait bête, redoublait sa mauvaise humeur. Enfin, avec son haussement d'épaules habituel, il empoignait ses brosses lorsqu'il y eut des mots balbutiés, au milieu d'un grand froissement de linge. Et l'haleine douce reprit, et il céda cette fois, lâchant les pinceaux, passant la tête. Mais ce qu'il aperçut l'immobilisa, grave, extasié, murmurant « Ah, fichtre! Ah, fichtre !» La jeune fille, dans la chaleur de serre qui tombait des vitres, venait de rejeter le drap. Et, anéantie sous l'accablement des nuits sans sommeil, elle dormait, baignée de lumière, si inconsciente que pas une onde ne passait sur sa nudité pure. Pendant sa fièvre d'insomnie, les boutons des épaulettes de sa chemise avaient dû se détacher. Toute la manche gauche glissait, découvrant la gorge. C'était une chair dorée, d'une finesse de soie, le printemps de la chair, deux petits seins rigides, gonflés de sève, où pointaient deux roses pâles. Elle avait passé le bras droit sous sa nuque. Sa tête ensommeillée se renversait. Sa poitrine confiante s'offrait dans une adorable ligne d'abandon, tandis que ses cheveux noirs, dénoués, la vêtaient encore d'un manteau sombre. Ah, fichtre, elle est bigrement bien. C'était ça, tout à fait ça, la figure qu'il avait inutilement cherchée pour son tableau, et presque dans la pose. Un peu mince, un peu grêle d'enfance, mais si souple, d'une jeunesse si fraîche. Et avec ça, des seins déjà mûrs. Où diable la cachait-elle la veille, cette gorge-là, qu'il ne l'avait pas devinée? Une vraie trouvaille. Légèrement, Claude courut prendre sa boîte de pastel et une grande feuille de papier. Puis, accroupi au bord d'une chaise basse, il posa sur ses genoux un carton. Il se mit à dessiner, d'un air profondément heureux. Tout son trouble, sa curiosité charnelle, son désir combattu, aboutissaient à cet émerveillement d'artiste, à cet enthousiasme pour les beaux tons et les muscles bien emmanchés. Déjà, il avait oublié la jeune fille. Il était dans le ravissement de la neige des seins, éclairant l'ambre délicat des épaules. Une modestie inquiète le rapetissait devant la nature, il serrait les coudes, il redevenait un petit garçon, très sage, attentif et respectueux. Cela dura près d'un quart d'heure. Il s'arrêtait parfois, clignait les yeux. Mais il avait peur qu'elle ne bougeât. Il se remettait vite à la besogne en retenant sa respiration, par crainte de l'éveiller. Cependant, de vagues raisonnements recommençaient à bourdonner en lui dans son application au travail. Qui pouvait-elle être? À coup sûr, pas une gueuse, comme il l'avait pensé, car elle était trop fraîche.
Et pourquoi lui avait-elle conté une histoire si peu croyable? Et il imaginait d'autres histoires. Une débutante tombée à Paris avec un amant qui l'avait lâchée. Ou bien une petite bourgeoise débauchée par une amie, n'osant rentrer chez ses parents. Ou encore un drame plus compliqué. Des perversions ingénues et extraordinaires, des choses effroyables qu'il ne saurait jamais. Ces hypothèses augmentaient son incertitude. Il passa à l'ébauche du visage, en l'étudiant avec soin. Le haut était d'une grande bonté, d'une grande douceur, le front limpide, uni comme un clair miroir, le nez petit, aux fines ailes nerveuses. Et l'on sentait le sourire des yeux sous les paupières, un sourire qui devait illuminer toute la face. Seulement, le bas gâtait ce rayonnement de tendresse, la mâchoire avançait, les lèvres trop fortes saignaient, montrant des dents solides et blanches. C'était comme un coup de passion, la puberté grondante et qui s'ignorait, dans ses traits noyés d'une délicatesse enfantine. Brusquement, un frisson courut, pareil à une moire sur le satin de sa peau. Peut-être avait-elle senti enfin ce regard d'homme qui la fouillait. Elle ouvrit les paupières toutes grandes. Elle poussa un cri. « Ah, mon Dieu !» Et une stupeur la paralysa. Ce lieu inconnu, ce garçon en manche de chemise, accroupi devant elle, la mangeant des yeux. Puis, dans un élan éperdu, elle ramena la couverture. Elle l'écrasa de ses deux bras sur sa gorge, le sang fouetté d'une telle angoisse pudique que la rougeur ardente de ses joues coula jusqu'à la pointe de ses seins, en un flot rose. « Eh bien, quoi donc ?» cria Claude, mécontent, le crayon en l'air. « Que vous prend-il » Elle ne parlait plus, elle ne bougeait plus, le drap serré au cou, pelotonné, replié sur elle-même, bossuant à peine le lit. « Je ne vous mangerai pas, peut-être. Voyons, soyez gentille, remettez-vous comme vous étiez. » Un nouveau flot de sang lui rougit les oreilles. Elle finit par bégayer. « Oh non, monsieur !» Mais lui se fâchait peu à peu, dans une de ces brusques poussées de colère dont il était coutumier. Cette obstination lui semblait stupide. « Dites, qu'est-ce que ça peut vous faire? En voilà un grand malheur, si je sais comment vous êtes bâti. J'en ai vu d'autres. » Alors, elle sanglota, et il s'emporta tout à fait, désespéré devant son dessein, jeté hors de lui par la pensée qu'il ne l'achèverait pas, que la pruderie de cette fille l'empêcherait d'avoir une bonne étude pour son tableau. « Vous ne voulez pas, hein? Mais c'est imbécile. Pour qui me prenez-vous? Est-ce que je vous ai touché, dites? Si j'avais songé à des bêtises, j'aurais eu l'occasion belle cette nuit. Ah, ce que je m'en moque, ma chère, vous pouvez bien tout montrer. Et puis, écoutez, ce n'est pas très gentil de me refuser ce service, car enfin je vous ai ramassé. Vous avez couché dans mon lit. » Elle pleurait plus fort, la tête cachée au fond de l'oreiller. « Je vous jure que j'en ai besoin, autrement je ne vous tourmenterai pas. » Tant de larmes le surprenaient. Une honte lui venait de sa rudesse. Et il se tut, embarrassé. Il la laissa se calmer un peu. Ensuite, il recommença d'une voix très douce. « Voyons, puisque ça vous contrarie, n'en parlons plus. Seulement, si vous saviez, j'ai là une figure de mon tableau qui n'avance pas du tout, et vous étiez si bien dans la note. Moi, quand il s'agit de cette sacrée peinture, j'égorgerais père et mère. N'est-ce pas, vous m'excusez? Et, tenez, si vous étiez aimable, vous me donneriez encore quelques minutes. Non, non, restez donc tranquille. Pas le torse, je ne demande pas le torse. La tête, et rien que la tête. Si je pouvais finir la tête au moins. De grâce, soyez aimable, remettez votre bras comme il était, et je vous en serai reconnaissant. Voyez-vous, reconnaissant toute ma vie. » À cette heure, il suppliait. Il agitait pitoyablement son crayon, dans l'émotion de son gros désir d'artiste. Du reste, il n'avait pas bougé, toujours accroupi sur la chaise basse, loin d'elle. Alors, elle se risqua, découvrit son visage apaisé.
Que pouvait-elle faire? Elle était à sa merci, et il avait l'air si malheureux. Pourtant, elle eut une hésitation, une dernière gêne. Et, lentement, sans dire un mot, elle sortit son bras nu. Elle le glissa de nouveau sous sa tête, en ayant bien soin de tenir de son autre main, restée cachée, la couverture tamponnée autour de son cou. « Ah, que vous êtes bonne! Je vais me dépêcher. Vous serez libre tout de suite. » Il s'était courbé sur son dessin. Il ne lui jetait plus que ces clairs regards du peintre, pour qui la femme a disparu, et qui ne voit que le modèle. D'abord, elle était redevenue rose. La sensation de son bras nu, de ce peu d'elle-même qu'elle aurait montré ingénument dans un bal, l'emplissait là de confusion. Puis, ce garçon lui parut si raisonnable qu'elle se tranquillisa, les joues refroidies, la bouche détendue en un vague sourire de confiance. Et, entre ses paupières mi-closes, elle l'étudiait à son tour. Comme il l'avait terrifiée depuis la veille, avec sa forte barbe, sa grosse tête, ses gestes emportés. Il n'était pas laid pourtant. Elle découvrait au fond de ses yeux bruns une grande tendresse, tandis que son nez la surprenait, lui aussi un nez délicat de femme, perdu dans les poils hérissés des lèvres. Un petit tremblement d'inquiétude nerveuse le secouait, une continuelle passion qui semblait faire vivre le crayon au bout de ses doigts minces et dont elle était très touchée, sans savoir pourquoi. Ce ne pouvait être un méchant. Il ne devait avoir que la brutalité des timides. Tout cela, elle ne l'analysait pas très bien, mais elle le sentait. Elle se mettait à l'aise, comme chez un ami. L'atelier, il est vrai, continuait à l'effarer un peu. Elle y jetait des regards prudents, stupéfaite d'un tel désordre et d'un tel abandon. Devant le poêle, les cendres du dernier hiver s'amoncelaient encore. Outre le lit, la petite table de toilette et le divan, il n'y avait d'autre meuble qu'une vieille armoire de chêne disloquée et qu'une grande table de sapin encombrée de pinceaux, de couleurs, d'assiettes sales, d'une lampe à esprit de vin sur laquelle était restée une casserole barbouillée de vermicelle. Des chaises dépaillées se débandaient parmi des chevalets boiteux. Près du divan, la bougie de la veille traînait par terre, dans un coin du parquet, qu'on devait balayer tous les mois. Et il n'y avait que le coucou, un coucou énorme, enluminé de fleurs rouges, qui parut gai et propre, avec son tic-tac sonore. Mais ce dont elle s'effrayait surtout, c'étaient des esquisses pendues au mur, sans cadre, un flot épais d'esquisses qui descendait jusqu'au sol où il s'amassait en un éboulement de toiles jetées pêle-mêle. Jamais elle n'avait vu une si terrible peinture, rugueuse, éclatante, d'une violence de ton qui la blessait comme un juron de charretier entendu sur la porte d'une auberge. Elle baissait les yeux, attirée pourtant par un tableau retourné, le grand tableau auquel travaillait le peintre et qu'il poussait chaque soir vers la muraille, afin de le mieux juger le lendemain, dans la fraîcheur du premier coup d'œil. Que pouvait-il cacher, celui-là, pour qu'on n'osât même pas le montrer? Et, au travers de la vaste pièce, la nappe de brûlant soleil tombée des vitres voyageait, sans être tempérée par le moindre store, coulant ainsi qu'un or liquide sur tous ces débris de meubles, dont elle accentuait l'insoucieuse misère. Claude finit par trouver le silence lourd. Il voulut dire un mot, n'importe quoi, dans l'idée d'être poli et surtout pour la distraire de la pause. Mais il eut beau chercher, il n'imagina que cette question. « Comment vous nommez-vous » Elle ouvrit les yeux qu'elle avait fermés, comme reprise de sommeil. « Christine. » Alors, il s'étonna. Lui non plus n'avait pas dit son nom. Depuis la veille, ils étaient là, côte à côte, sans se connaître. « Moi, je me nomme Claude. » Et l'ayant regardée à ce moment, il la vit qui éclatait d'un joli rire. C'était l'échappée joueuse d'une grande fille encore gamine. Elle trouvait drôle cet échange tardif de leurs noms. Puis, une autre idée l'amusa. « Tiens,
Claude, Christine, ça commence par la même lettre. Le silence retomba. Il clignait les paupières, s'oubliait, se sentait à bout d'imagination. Mais il crut remarquer en elle un malaise d'impatience, et dans la terreur qu'elle ne bougeât, il reprit au hasard pour l'occuper. « Il fait un peu chaud. » Cette fois, elle étouffa son rire, cette gaieté native qui renaissait et partait malgré elle depuis qu'elle se rassurait. La chaleur devenait si forte qu'elle était dans le lit comme dans un bain, la peau moite et pâlissante, de la pâleur laiteuse des camélias. « Oui, un peu chaud, » répondit-elle sérieusement, tandis que ses yeux s'égayaient. Claude, alors, conclut de son air bonhomme. « C'est ce soleil qui entre. Mais, ça fait du bien, un bon coup de soleil dans la peau. Dites donc, cette nuit, nous aurions eu besoin de ça, sous la porte. » Tous deux éclatèrent, et lui, enchanté d'avoir découvert enfin un sujet de conversation, la questionna sur son aventure, sans curiosité, se souciant peu au fond de savoir la vérité vraie, uniquement désireux de prolonger la séance. Christine, simplement, en quelques paroles, conta les choses. C'était la veille au matin qu'elle avait quitté Clermont pour venir à Paris, où elle allait entrer comme lectrice chez la veuve d'un général, Madame Vanzade, une vieille dame très riche qui habitait Passy. Le train, réglementairement, arrivait à 9h10, et toutes les précautions étaient prises, une femme de chambre devait l'attendre, on avait même fixé par lettre un signe de reconnaissance, une plume grise à son chapeau noir. Mais voilà que son train était tombé, un peu au-dessus de Nevers, sur un train de marchandises, dont des voitures déraillées et brisées obstruaient la voie. Alors avait commencé une série de contretemps et de retards. D'abord une interminable pause dans les wagons immobiles, puis l'abandon forcé de ces wagons, les bagages laissés là en arrière, les voyageurs obligés de faire 3 kilomètres à pied pour atteindre une station où l'on s'était décidé à former un train de sauvetage. On avait perdu 2 heures, et 2 autres furent perdues encore dans le trouble que l'accident occasionnait d'un bout à l'autre de la ligne. Si bien qu'on était entré en gare avec 4 heures de retard, à 1 heure du matin seulement. « Pas de chance, » interrompit Claude, toujours incrédule, combattu pourtant, surpris de la façon aisée dont s'arrangeaient les complications de cette histoire. « Et, naturellement, personne ne vous attendait plus. » En effet, Christine n'avait pas trouvé la femme de chambre de Madame Vanzade, qui sans doute s'était lassée. Et elle disait son émoi dans la gare de Lyon, cette grande halle inconnue, noire, vide, bientôt déserte, à cette heure avancée de la nuit. D'abord, elle n'avait point osé prendre une voiture, se promenant avec son petit sac, espérant que quelqu'un viendrait. Puis, elle s'était décidée, mais trop tard, car il n'y avait plus là qu'un cocher très sale, empestant le vin, qui rôdait autour d'elle, en s'offrant d'un air goguenard. « Oui, un rouleur, » reprit Claude, intéressé maintenant, comme s'il eût assisté à la réalisation d'un conte bleu. « Et vous êtes monté dans sa voiture ?» Les yeux au plafond, Christine continua sans quitter la pause. « C'est lui qui m'a forcée. Il m'appelait sa petite, il me faisait peur. Quand il a su que j'allais à Passy, il s'est fâché. Il a fouetté son cheval si fort que j'ai dû me cramponner aux portières. Puis je me suis rassurée un peu, le fiacre roulait doucement dans des rues éclairées, je voyais du monde sur les trottoirs. Enfin, j'ai reconnu la scène. Je ne suis jamais venue à Paris, mais j'avais regardé un plan, et je pensais qu'il filerait tout le long des quais, lorsque j'ai été reprise de peur, en m'apercevant que nous passions sur un pont. Justement, la pluie commençait. Le fiacre qui avait tourné dans un endroit très noir s'est brusquement arrêté. C'était le cocher qui descendait de son siège et qui voulait entrer avec moi dans la voiture. Il disait qu'il pleuvait trop. Claude se mit à rire. Il ne doutait plus. Elle ne pouvait inventer ce cocher-là. Comme elle se taisait, embarrassée, bon, le farceur plaisantait. Tout de suite, j'ai sauté sur le pavé, par l'autre portière. Alors, il a juré. Il m'a dit que nous étions arrivés et qu'il m'arracherait mon chapeau si je ne le payais pas. La pluie tombait à torrents, le quai était absolument désert.
Je perdais la tête, j'ai sorti une pièce de 5 francs et il a fouetté son cheval. Et il est parti en emportant mon petit sac où il n'y avait heureusement que 2 mouchoirs, une moitié de brioche et la clé de ma malle restés en route. « Mais on prend le numéro de la voiture !» cria le peintre indigné. Maintenant, il se souvenait d'avoir été frôlé par un fiacre fuyant à tout trou, comme il traversait le pont Louis-Philippe dans le ruissellement de l'orage. Et il s'émerveillait de l'invraisemblance de la vérité, souvent. Ce qu'il avait imaginé, pour être simple et logique, était tout bonnement stupide à côté de ce cours naturel des infinies combinaisons de la vie. « Vous pensez si j'étais heureuse sous cette porte ?» acheva Christine. « Je savais bien que je n'étais pas à Passy. J'allais donc coucher la nuit là, dans ce Paris terrible. Et ces tonnerres, et ces éclairs, oh, ces éclairs tout bleus, tout rouges, qui me montraient des choses à faire trembler. » Ses paupières de nouveau s'étaient closes. Un frisson pâlit son visage. Elle revoyait la cité tragique, cette trouée des quais s'enfonçant dans des rougeoiements de fournaises, ce fossé profond de la rivière roulant des eaux de plomb, encombré de grands corps noirs, de chalands pareils à des baleines mortes, hérissés de grues immobiles, qui allongeaient des bras de potence. Était-ce donc là une bienvenue? Il y eut un silence. Claude s'était remis à son dessin, mais elle remua, son bras s'engourdissait. « Le coude un peu rabattu, je vous prie. » Puis, d'un air d'intérêt pour s'excuser, « Ce sont vos parents qui doivent être dans la désolation s'ils ont appris la catastrophe. »« Je n'ai pas de parents. »« Comment? Ni père, ni mère? Vous êtes seule? »« Oui, toute seule. » Elle avait 18 ans, et elle était née à Strasbourg, par hasard, entre 2 changements de garnison de son père, le capitaine Algrin. Comme elle entrait dans sa 12e année, ce dernier, un Gascon de Montauban, était mort à Clermont, où une paralysie des jambes l'avait forcé de prendre sa retraite. Pendant près de 5 ans, sa mère, qui était parisienne, avait vécu là-bas, en province, ménageant sa maigre pension, travaillant, peignant des éventails pour achever d'élever sa fille en demoiselle. Et depuis 15 mois, elle était morte à son tour, la laissant seule au monde, sans un sou, avec l'unique amitié d'une religieuse, la supérieure des sœurs de la Visitation, qu'il avait gardée dans son pensionnat. C'était du couvent qu'elle arrivait tout droit, la supérieure ayant fini par lui trouver cette place de lectrice chez sa vieille amie, Madame Vanzade, devenue presque aveugle. Claude restait muet à ces nouveaux détails. Ce couvent, cette orpheline bien élevée, cette aventure qui tournait au romanesque le rendait à son embarras, à sa maladresse de gestes et de paroles. Il ne travaillait plus, les yeux baissés sur son croquis. « C'est joli, Clermont ?» demanda-t-il enfin. « Pas beaucoup. Une ville noire. Puis, je ne sais guère, je sortais à peine. » Elle s'était accoudée. Elle continua très bas, comme se parlant à elle-même, d'une voix encore brisée des sanglots de son deuil. Maman, qui n'était pas forte, se tuait à la besogne. Elle me gâtait, il n'y avait rien de trop beau pour moi, j'avais des professeurs de tout. Et je profitais si peu. D'abord j'étais tombée malade, puis je n'écoutais pas, toujours à rire, le sang à la tête. La musique m'ennuyait, des crampes me tordaient les bras au piano. C'est encore la peinture qui allait le mieux. Il leva la tête. Il l'interrompit d'une exclamation. « Vous savez peindre ?»« Oh non, je ne sais rien, rien du tout. Maman, qui avait beaucoup de talent, me faisait faire un peu d'aquarelle, et je l'aidais parfois pour les fonds de ses éventails. Elle en peignait de si beaux. » Elle eut, malgré elle, un regard autour de l'atelier, sur les esquisses terrifiantes dont les murs flambaient. Et dans ses yeux clairs, un trouble reparut, l'étonnement inquiet de cette peinture brutale. De loin, elle voyait à l'envers l'étude que le peintre avait ébauchée d'après elle, si consternée des tons violents, des grands traits de pastel sabrant les ombres qu'elle n'osait demander à regarder de près. D'ailleurs, mal à l'aise dans ce lit où elle brûlait, elle s'agitait,
tourmentée de l'idée de s'en aller, d'en finir avec ces choses qui lui semblaient un songe depuis la veille. Sans doute, Claude eut conscience de cet énervement. Une brusque honte l'emplit de regrets. Il lâcha son dessin inachevé, il dit très vite « Merci bien de votre complaisance, mademoiselle. Pardonnez-moi, j'ai abusé, vraiment. Levez-vous, je vous en prie, il est temps d'aller à vos affaires. » Et, sans comprendre pourquoi elle ne se décidait pas, rougissante, renfonçant au contraire son bras nu à mesure qu'il s'empressait devant elle, il lui répétait de se lever. Puis, il eut un geste de fou. Il replaça le paravent et gagna l'autre bout de l'atelier, en se jetant à une exagération de pudeur qui lui fit ranger bruyamment sa vaisselle pour qu'elle pût sauter du lit et se vêtir sans craindre d'être écoutée. Au milieu du tapage qu'il déchaînait, il n'entendait pas une voix hésitante. « Monsieur, monsieur !» Enfin, il tendit l'oreille. « Monsieur, si vous étiez assez obligeant, je ne trouve pas mes bas. » Il se précipita. Où avait-il la tête? Que voulait-il qu'elle devînt, en chemise derrière ce paravent, sans les bas et les jupes qu'il avait étendus au soleil? Les bas étaient secs et il s'en assura en les frottant doucement. Puis, il les passa par-dessus la mince cloison et il aperçut une dernière fois le bras nu, frais et rond, d'un charme d'enfance. Il lança ensuite les jupes sur le pied du lit, poussa les bottines, ne laissa que le chapeau pendu à un chevalet. Elle avait dit merci. Elle ne parlait plus. Il distinguait à peine des frôlements de linge, des bruits discrets d'eau remuée. Mais lui continuait de s'occuper d'elle. « Le savon est dans une soucoupe sur la table. Ouvrez le tiroir, n'est-ce pas, et prenez une serviette propre. Voulez-vous de l'eau davantage? Je vous passerai le broc. » L'idée qu'il retombait dans ses maladresses l'exaspéra tout à coup. « Allons, voilà que je vous embête encore. Faites comme chez vous. » Il retourna à son ménage. Un débat l'agitait. Devait-il lui offrir à déjeuner? Il était difficile de la laisser partir ainsi. D'autre part, ça n'en finirait plus, il allait perdre décidément sa matinée de travail. Sans rien résoudre, après avoir allumé sa lampe à esprit de vin, il lava la casserole et se mit à faire du chocolat, ce qu'il jugeait plus distingué, sourdement honteux de son vermicelle, une pâtée où il coupait du pain et qu'il baignait d'huile, à la mode du midi. Mais il émiettait encore le chocolat dans la casserole lorsqu'il eut une exclamation. « Comment? Déjà ?» C'était Christine qui repoussait le paravent et qui apparaissait, nette et correcte dans ses vêtements noirs, lacés, boutonnés, équipés en un tour de main. Son visage rosé ne gardait même pas l'humidité de l'eau, son lourd chignon se tordait sur sa nuque sans qu'une mèche dépassât. Et Claude restait béant devant ce miracle de promptitude, cet entrain de petite ménagère à s'habiller vite et bien. « Ah, fichtre, si vous faites tout comme ça !» Il la trouvait plus grande et plus belle qu'il n'aurait cru. Ce qui le frappait surtout, c'était son air de tranquille décision. Elle ne le craignait plus, évidemment. Il semblait qu'au sortir de ce lit défait, où elle se sentait sans défense, elle eût remis son armure, avec ses bottines et sa robe. Elle souriait, le regardait droit dans les yeux. Et il dit ce qu'il hésitait encore à dire. « Vous allez déjeuner avec moi, n'est-ce pas ?» Mais elle refusa. « Non, merci, je vais courir à la gare où ma malle est sûrement arrivée et je me ferai conduire ensuite à Passy. » Vainement, il lui répéta qu'elle devait avoir faim, que ce n'était guère raisonnable de sortir ainsi sans manger. « Alors, je descends vous chercher un fiacre. »« Non, je vous en prie, ne vous donnez pas cette peine. »« Voyons, vous ne pouvez faire un pareil voyage à pied. Permettez-moi au moins de vous accompagner jusqu'à la station de voiture, puisque vous ne connaissez point Paris. »« Non, non, je n'ai pas besoin de vous. Si vous voulez être aimable, laissez-moi m'en aller toute seule. » C'était un parti pris. Sans doute elle se révoltait à l'idée d'être rencontrée avec un homme, même par des inconnus. Elle tairait sa nuit, elle mentirait et garderait pour elle le souvenir de l'aventure. Lui, d'un geste de colère,
affecta de l'envoyer au diable. Bon débarras, ça l'arrangeait de ne pas descendre. Et il demeurait blessé au fond. Il la trouvait ingrate. Comme il vous plaira, après tout. Je n'emploierai pas la force. À cette phrase, le sourire vague de Christine augmenta, abaissa finement les coins délicats de ses lèvres. Elle ne dit rien. Elle prit son chapeau, chercha du regard une glace. Puis, n'en trouvant pas, elle se décida à nouer les brides au petit bonheur des doigts. Les coudes levés, elle roulait, tirait les rubans sans hâte, le visage dans le reflet doré du soleil. Surpris, Claude ne reconnaissait plus les traits d'une douceur enfantine qu'il venait de dessiner. Le haut semblait noyé, le front limpide, les yeux tendres. C'était à présent le bas qui avançait, la mâchoire passionnée, la bouche saignante, aux belles dents. Et toujours ce sourire énigmatique des jeunes filles, qui raillaient peut-être. « En tout cas, reprit-il agacé, je ne pense pas que vous ayez un reproche à me faire. » Alors, elle ne put retenir son rire, un léger rire nerveux. « Non, non, monsieur, pas le moindre. » Il continuait à la regarder, rendu au combat de ses timidités et de ses ignorances, craignant d'avoir été ridicule. Que savait-elle donc, cette grande demoiselle? Sans doute ce que les filles savent en pension, tout et rien. C'est l'insondable, l'obscure éclosion de la chair et du cœur où personne ne descend. Dans ce lieu libre d'artistes, cette pudique sensuelle venait-elle de s'éveiller, avec sa curiosité et sa crainte confuse de l'homme? Maintenant qu'elle ne tremblait plus, avait-elle la surprise un peu méprisante d'avoir tremblé pour rien? Quoi? Pas une galanterie, pas même un baiser sur le bout des doigts. L'indifférence bourrue de ce garçon qu'elle avait senti devait irriter en elle la femme qu'elle n'était pas encore. Et elle s'en allait ainsi, changée, énervée, faisant la brave dans son dépit, emportant le regret inconscient des choses inconnues et terribles qui n'étaient pas arrivées. « Vous dites, reprit-elle en redevenant grave, que la station de voiture est au bout du pont, sur l'autre quai. » Oui, à l'endroit où il y a un bouquet d'arbres. Elle avait achevé de nouer ses brides, elle était prête, gantée, les mains ballantes, et elle ne partait pas, regardant devant elle. Ses yeux ayant rencontré la grande toile tournée contre le mur, elle eut envie de demander à la voir. Puis elle n'osa pas. Rien ne la retenait plus, elle avait pourtant l'air de chercher encore, comme si elle avait eu la sensation de laisser là quelque chose, une chose qu'elle n'aurait pu nommer. Enfin, elle se dirigea vers la porte. Claude l'ouvrit et un petit pain, posé debout, tomba dans l'atelier. « Vous voyez, dit-il, vous auriez dû déjeuner avec moi. C'est ma concierge qui me montre ça tous les matins. » Elle refusa de nouveau d'un signe de tête. Sur le palier, elle se retourna, se tint un instant immobile. Son gai sourire était revenu. Elle tendit la main la première. « Merci, merci bien. » Il avait pris la petite main gantée dans sa main large tachée de pastel. Toutes deux demeurèrent ainsi quelques secondes, serrées étroitement, se secouant en bonne amitié. La jeune fille lui souriait toujours. Il avait sur les lèvres une question. « Quand vous reverrai-je » Mais une honte l'empêcha de parler. Alors, après avoir attendu, elle dégagea sa main. « Adieu, monsieur. »« Adieu, mademoiselle. » Christine, déjà, sans lever la tête, descendait l'échelle de meunier dont les marches craquaient. Et Claude, brutalement, rentra chez lui. Referma la porte à la volée en disant très haut « Ah, ces tonnerres de dieux de femmes !» Il était furieux, enragé contre lui, enragé contre les autres. Tout en bousculant du pied les meubles qu'il rencontrait, il continuait de se soulager, à pleine voix. Comme il avait raison de ne jamais en laisser monter une. Ces gueuses-là n'étaient bonnes qu'à vous faire tourner en bourrique. Ainsi, qui lui assurait que celle-ci, avec son air innocent,
Ne s'était pas abominablement fichu de lui? Et il avait eu la bêtise de croire des contes à dormir debout. Tous ses doutes revenaient. Jamais on ne lui ferait avaler la veuve du général, ni l'accident de chemin de fer, ni surtout le cocher. Est-ce que des histoires pareilles arrivaient? D'ailleurs, elle avait une bouche qui en disait long. Son air était drôle au moment de filer. Encore, s'il eût compris pourquoi elle mentait. Mais non, des mensonges sans profit, inexplicables, l'art pour l'art. Ah, elle riait bien à cette heure. Violemment, il replia le paravent et l'envoya dans un coin. Elle avait dû lui en laisser un désordre. Et quand il constata que tout se trouvait rangé, très propre, la cuvette, la serviette, le savon, il s'emporta parce qu'elle n'avait pas fait le lit. Il se mit à le faire, d'un effort exagéré, saisit à plein bras le matelas tiède encore, tapa des 2 poings l'oreiller odorant, étouffé par cette tiédeur, cette odeur pure de jeunesse qui montait des linges. Ensuite, il se débarbouilla à grande eau pour se rafraîchir les tempes. Et, dans la serviette humide, il retrouva le même étouffement, cette haleine de vierge dont la douceur éparse, errante par l'atelier, l'oppressait. Ce fut en jurant qu'il mangea son chocolat dans la casserole, si enfiévré, si enragé de peindre, qu'il avalait en hâte de grosses bouchées de pain. « Mais on meurt ici !» cria-t-il brusquement. « C'est la chaleur qui me rend malade. » Le soleil s'en était allé. Il faisait moins chaud. Et Claude, ouvrant une petite fenêtre au ras du toit, respira d'un air de profond soulagement la bouffée de vent embrasé qui entrait. Il avait pris son dessin, la tête de Christine, et il s'oublia longtemps à la regarder. Chapitre 2. Midi était sonné, Claude travaillait à son tableau, lorsqu'une main familière tapa rudement contre la porte. D'un mouvement instinctif, et dont il ne fut pas le maître, le peintre glissa dans un carton la tête de Christine, d'après laquelle il retouchait sa grande figure de femme. Puis, il se décida à ouvrir. « Pierre » cria-t-il. « Déjà toi ?» Pierre Sandoz, un ami d'enfance, était un garçon de 22 ans, très brun, à la tête ronde et volontaire, au nez carré, aux yeux doux, dans un masque énergique, encadré d'un collier de barbe naissante. « J'ai déjeuné plus tôt, répondit-il. J'ai voulu te donner une bonne séance. » « Ah, diable, ça marche !» Il s'était planté devant le tableau et il ajouta tout de suite « Tiens, tu changes le type de la femme. » Un long silence se fit. Tous deux regardaient, immobiles. C'était une toile de 5 mètres sur 3, entièrement couverte, mais dont quelques morceaux à peine se dégageaient de l'ébauche. Cette ébauche, jetée d'un coup, avait une violence superbe, une ardente vie de couleur. Dans un trou de forêt, aux murs épais de verdure, tombait une ondée de soleil. Seule, à gauche, une allée sombre s'enfonçait, avec une tache de lumière, très loin. Là, sur l'herbe, au milieu des végétations de juin, une femme nue était couchée, un bras sous la tête, enflant la gorge. Et elle souriait, sans regard, les paupières closes, dans la pluie d'or qui la baignait. Au fond, 2 autres petites femmes, une brune, une blonde, également nues, luttaient en riant, détachaient, parmi les vers des feuilles, 2 adorables notes de chair. Et comme au premier plan, le peintre avait eu besoin d'une opposition noire, il s'était bonnement satisfait en y asseyant un monsieur, vêtu d'un simple veston de velours. Ce monsieur tournait le dos, on ne voyait de lui que sa main gauche, sur laquelle il s'appuyait, dans l'herbe. « Très belle d'indication, la femme, » reprit enfin Sandoz. « Mais, sapristi, tu auras joliment du travail dans tout ça. » Claude, les yeux allumés sur son œuvre, eut un geste de confiance.
Bah, j'ai le temps d'ici au salon. En 6 mois, on en abat de la besogne. Cette fois, peut-être, je finirai par me prouver que je ne suis pas une brute. » Et il se mit à siffler fortement, ravi, sans le dire, de l'ébauche qu'il avait faite de la tête de Christine, soulevé par un de ces grands coups d'espoir, d'où il retombait plus rudement dans ses angoisses d'artiste que la passion de la nature dévorait. « Allons, pas de flâne, » cria-t-il. « Puisque tu es là, commençons. » Sandoz, par amitié et pour lui éviter les frais d'un modèle, avait offert de lui poser le monsieur du premier plan. En 4 ou 5 dimanches, le seul jour où il fut libre, la figure se trouverait établie. Déjà, il endossait le veston de velours lorsqu'il eut une brusque réflexion. « Dis donc, tu n'as pas déjeuné sérieusement, toi, puisque tu travaillais. Descends manger une côtelette, je t'attends ici. » L'idée de perdre du temps indigna Claude. « Mais si, j'ai déjeuné. Regarde la casserole. Et puis, tu vois qu'il reste une croûte de pain, je la mangerai. Allons, allons, à la pause, paresseux. » Vivement, il reprenait sa palette, il empoignait ses brosses, en ajoutant « Dubuche vient nous chercher ce soir, n'est-ce pas ?»« Oui, vers 5 heures. »« Eh bien, c'est parfait, nous descendrons dîner tout de suite. Y es-tu à la fin ? La main plus à gauche, la tête penchée davantage. » Après avoir disposé les coussins, Sandoz s'était installé sur le divan, tenant la pose. Il tournait le dos, mais la conversation n'en continua pas moins, un moment encore, car il avait reçu le matin même une lettre de Plassans, la petite ville provençale où le peintre et lui s'étaient connus, en 8e, dès leurs premières culottes usées sur les bancs du collège. Puis, tous deux se turent. L'un travaillait hors du monde, l'autre s'engourdissait dans la fatigue somnolente des longues immobilités. C'était à l'âge de 9 ans que Claude avait eu l'heureuse chance de pouvoir quitter Paris pour retourner dans le coin de Provence où il était né. Sa mère, une brave femme de blanchisseuse que son fainéant de père avait lâchée à la rue, venait d'épouser un bon ouvrier, amoureux fou de sa jolie peau de blonde. Mais malgré leur courage, ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Aussi avait-il accepté de grand cœur lorsqu'un vieux monsieur de là-bas s'était présenté en leur demandant Claude, qu'il voulait mettre au collège près de lui. La toquade généreuse d'un original, amateur de tableaux, que des bonhommes barbouillés autrefois par le mioche avaient frappé. Et jusqu'à sa rhétorique, pendant 7 ans, Claude était donc resté dans le Midi, d'abord pensionnaire, puis externe, logeant chez son protecteur. Un matin, on avait trouvé ce dernier mort en travers de son lit, foudroyé. Il laissait par testament une rente de 1 000 francs au jeune homme, avec la faculté de disposer du capital, à l'âge de 25 ans. Celui-ci, que l'amour de la peinture enfiévrait déjà, quitta immédiatement le collège, sans vouloir même tenter de passer son baccalauréat, et accourut à Paris, où son ami Sandoz l'avait précédé. Au collège de Plassans, dès leur 8e, il y avait eu les 3 inséparables, comme on les nommait, Claude Lantier, Pierre Sandoz et Louis Dubuche. Venus de 3 mondes différents, opposés de nature, nés seulement la même année, à quelques mois de distance, ils s'étaient liés d'un coup et à jamais, entraînés par des affinités secrètes, le tourment encore vague d'une ambition commune, l'éveil d'une intelligence supérieure, au milieu de la cohue brutale des abominables cancres qui les battaient. Le père de Sandoz, un Espagnol réfugié en France à la suite d'une bagarre politique, avait installé près de Plassans une papeterie, où fonctionnaient de nouveaux engins de son invention. Puis, il était mort, abreuvé d'amertume, traqué par la méchanceté locale, en laissant à sa veuve une situation si compliquée, toute une série de procès si obscurs, que la fortune entière avait coulé dans le désastre. Et la mère, une bourguignonne, cédant à sa rancune contre les Provençaux, souffrant d'une paralysie lente dont elle les accusait d'être aussi la cause, s'était réfugiée à Paris avec son fils, qui la soutenait maintenant d'un maigre emploi, la cervelle hantée de gloire littéraire. Quant à Dubuche, l'aîné d'une boulangère de Plassans, poussé par celle-ci, très âpre, très ambitieuse, il était venu rejoindre ses amis plus tard, et il suivait les cours de l'école comme élève architecte, vivant chichement des dernières pièces de 100 sous que ses parents plaçaient sur lui,
avec une obstination de juif qui escomptait l'avenir à 300%. « Sacredié !» murmura Sandoz dans le grand silence. « Elle n'est pas commode, ta pose. Elle me casse le poignet. Est-ce qu'on peut bouger, hein ?» Claude le laissa s'étirer, sans répondre. Il attaquait le veston de velours à larges coups de brosse. Puis, se reculant, clignant les yeux, il eut un rire énorme, égayé par un brusque souvenir. « Dis donc, tu te rappelles, en 6e, le jour où Pouillot alluma les chandelles dans l'armoire de ce crétin de Lalubie. Oh, la terreur de Lalubie! Avant de grimper à sa chaire, quand il ouvrit son armoire pour prendre ses livres et qu'il aperçut cette chapelle ardente. 500 vers à toute la classe !» Sandoz, gagné par cet accès de gaieté, s'était renversé sur le divan. Il reprit la pose en disant « Ah, l'animal de Pouillot! Tu sais que dans sa lettre de ce matin, il m'annonce justement le mariage de Lalubie. Cette vieille rosse de professeur épouse une jolie fille. Mais tu la connais, la fille de Galissard, le mercier, la petite blonde à qui nous allions donner des sérénades. » Les souvenirs étaient lâchés. Claude et Sandoz ne tarirent plus, l'un fouetté et peignant avec une fièvre croissante, l'autre tourné toujours vers le mur, parlant du dos, les épaules secouées de passion. Ce fut d'abord le collège, l'ancien couvent moisi qui s'étendait jusqu'au rempart, les 2 cours plantées d'énormes platanes, le bassin vaseux, vert de mousse où ils avaient appris à nager, et les classes du bas dont les plâtres ruisselaient, et le réfectoire empoisonné du continuel graillon des eaux de vaisselle, et le dortoir des petits, fameux par ses horreurs, et la lingerie, et l'infirmerie, peuplée de sœurs délicates, des religieuses en robes noires, si douces sous leurs coiffes blanches. Quelle affaire, lorsque sœur Angèle, celle dont la figure de vierge révolutionnait la cour des grands, avait disparu un beau matin avec Hermeline, un gros de la rhétorique, qui par amour se faisait sur les mains des entailles au canif pour monter et pour qu'elle lui posât des bandes de taffetas d'Angleterre. Puis le personnel entier défila, une chevauchée lamentable, grotesque et terrible, des profils de méchanceté et de souffrance. Le proviseur qui se ruinait en réception pour marier ses filles, 2 grandes belles filles élégantes, que des dessins et des inscriptions abominables insultaient sur tous les murs. Le censeur, Piffard, dont le fameux nez s'embusquait derrière les portes, pareil à une coulevrine, décelant au loin sa présence. La kyrielle des professeurs, chacun éclaboussé de l'injure d'un surnom. Le sévère Rhadamante, qui n'avait jamais ri. La crasse, qui teignait les chairs en noir du continuel frottement de sa tête. « Tu m'as trompé, Adèle !» Le maître de physique, un cocu légendaire, auquel 10 générations de galopins jetaient le nom de sa femme, jadis surprise, disait-on, entre les bras d'un carabinier. D'autres encore, Spontini, le pion féroce, avec son couteau corse qu'il montrait rouillé du sang de 3 cousins. Le petit Chantecaille, si bon enfant, qu'il laissait fumer en promenade. Jusqu'à un marmiton de la cuisine et à la laveuse d'assiettes, 2 monstres qu'on avait surnommés Parabouloménos et Paralleluca, et qu'on accusait d'une idylle dans les épluchures. Ensuite arrivaient les farces, les soudaines évocations des bonnes blagues dont on se tordait après des années. Oh, le matin où l'on avait brûlé dans le poêle les souliers de Mimi la mort, autrement dit le squelette externe, un maigre garçon qui apportait en contrebande le tabac à priser de toute la classe. Et le soir d'hiver où l'on était allé voler des allumettes à la chapelle, près de la veilleuse, pour fumer des feuilles sèches de marronnier dans des pipes de roseau. Sandoz, qui avait fait le coup, avouait maintenant son épouvante, sa sueur froide en dégringolant du cœur, noyé de ténèbres. Et le jour où Claude, au fond de son pupitre, avait eu la belle idée de griller des hannetons pour voir si c'était bon à manger, comme on le disait. Une puanteur si âcre, une fumée si épaisse s'était échappée du pupitre que le pion avait saisi la cruche, croyant à un incendie. Et la maraude, le pillage des champs d'oignons en promenade, les pierres jetées dans les vitres, où le grand chic était d'obtenir, avec les cassures, des cartes de géographie connues. Les leçons de grec écrites à l'avance en gros caractères sur le tableau noir et lues couramment par tous les cancres sans que le professeur s'en aperçût.
Les bancs de la cour sciés, puis portés autour du bassin comme des cadavres d'émeute, en long cortège avec des chants funèbres. Ah oui, fameuse celle-ci. Dubuche, qui faisait le clergé, s'était fichu au fond du bassin en voulant prendre de l'eau dans sa casquette pour avoir un bénitier. Et la plus drôle, la meilleure, la nuit où Pouillot avait attaché tous les pots de chambre du dortoir à une même corde qui passait sous les lits, puis au matin, un matin de grandes vacances, s'était mis à tirer en fuyant par le corridor et par les 3 étages de l'escalier, avec cette effroyable queue de faïence qui bondissait et volait en éclats derrière lui. Claude resta, un pinceau en l'air, la bouche fendue d'hilarité, criant « Cet animal de Pouillot !» Et il t'a écrit? Qu'est-ce qu'il fabrique maintenant, Pouillot? Mais rien du tout, mon vieux, répondit Sandoz en se remontant sur les coussins. Sa lettre est d'un bête. Il finit son droit, il reprendra ensuite l'étude d'avoué de son père. Et si tu voyais le ton qu'il a déjà, toute la gourme imbécile d'un bourgeois qui se range. Il y eut un nouveau silence, et il ajouta « Ah, nous, vois-tu, mon vieux, nous avons été protégés. » Alors d'autres souvenirs leur vinrent, ceux dont les cœurs battaient à grands coups, les belles journées de plein air et de plein soleil qu'ils avaient vécues là-bas, hors du collège. Tout petits, dès leur 6e, les 3 inséparables s'étaient pris de la passion des longues promenades. Ils profitaient des moindres congés, ils s'en allaient à des lieux, s'enhardissant à mesure qu'ils grandissaient, finissant par courir le pays entier, des voyages qui duraient souvent plusieurs jours. Et ils couchaient au petit bonheur de la route, au fond d'un trou de rocher, sur l'herbe pavée, encore brûlante, où la paille du blé battu leur faisait une couche molle, dans quelque cabanon désert, dont ils couvraient le carreau d'un lit de thym et de lavande. C'étaient des fuites loin du monde, une absorption instinctive au sein de la bonne nature, une adoration irraisonnée de gamin pour les arbres, les eaux, les monts, pour cette joie sans limite d'être seul et d'être libre. Dubuche, qui était pensionnaire, se joignait seulement aux 2 autres les jours de vacances. Il avait du reste les jambes lourdes, la chair endormie du bon élève piocheur. Mais Claude et Sandoz ne se lassaient pas, allaient chaque dimanche s'éveiller dès 4 heures du matin en jetant des cailloux dans leurs persiennes. L'été surtout, ils rêvaient de la Viorne, le torrent dont le mince filet arrose les prairies basses de Plassans. Ils avaient 12 ans à peine, qu'ils savaient nager. Et c'était une rage de barboter au fond des trous où l'eau s'amassait, de passer là des journées entières, tout nus, à se sécher sur le sable brûlant, pour replonger ensuite, à vivre dans la rivière, sur le dos, sur le ventre, fouillant les herbes des berges, s'enfonçant jusqu'aux oreilles et guettant pendant des heures les cachettes des anguilles. Ce ruissellement d'eau pure qui les trempait au grand soleil prolongeait leur enfance, leur donnait des rires frais de galopins échappés, lorsque, jeunes hommes déjà, ils rentraient à la ville, par les ardeurs troublantes des soirées de juillet. Plus tard, la chasse les avait envahis, mais la chasse telle qu'on la pratique dans ce pays sans gibier, 6 lieues faites pour tuer une demi-douzaine de bec-figues, des expéditions formidables dont ils revenaient souvent les carniers vides, avec une chauve-souris imprudente, abattue à l'entrée du faubourg en déchargeant les fusils. Leurs yeux se mouillaient au souvenir de ces débauches de marche. Ils revoyaient les routes blanches, à l'infini, couvertes d'une couche de poussière comme d'une tombée épaisse de neige. Ils les suivaient toujours, toujours, heureux d'y entendre craquer leurs gros souliers, puis ils coupaient à travers champs, dans des terres rouges chargées de fer, où ils galopaient encore, encore. Et un ciel de plomb, pas une ombre, rien que des oliviers nains, que des amandiers au grêle feuillage. Et, à chaque retour, une délicieuse hébétude de fatigue, la forfanterie triomphante d'avoir marché davantage que l'autre fois, le ravissement de ne plus se sentir aller, d'avancer seulement par la force acquise, en se fouettant de quelques terribles chansons de troupier qui les berçaient comme du fond d'un rêve. Déjà, Claude, entre sa poire à poudre et sa boîte de capsules, emportait un album où il crayonnait des bouts d'horizon, tandis que Sandoz avait toujours dans sa poche le livre d'un poète.
C'était une frénésie romantique, des strophes ailées alternant avec les gravelures de garnison, des odes jetées aux grands frissons lumineux de l'air qui brûlait. Et, quand ils avaient découvert une source, 4 saules tachant de gris la terre éclatante, ils s'y oubliaient jusqu'aux étoiles. Ils y jouaient les drames qu'ils savaient par cœur, la voix enflée pour les héros, toute mince et réduite à un chant de fifre pour les ingénus et les reines. Ces jours-là, ils laissaient les moineaux tranquilles. Dans cette province reculée, au milieu de la bêtise somnolente des petites villes, ils avaient ainsi, dès 14 ans, vécu isolés, enthousiastes, ravagés d'une fièvre de littérature et d'art. Le décor énorme d'Hugo, les imaginations géantes qui s'y promènent parmi l'éternelle bataille des antithèses, les avaient d'abord ravis en pleine épopée, gesticulant, allant voir le soleil se coucher derrière des ruines, regardant passer la vie sous un éclairage faux et superbe de 5e acte. Puis, Musset était venu les bouleverser de sa passion et de ses larmes. Ils écoutaient en lui battre leur propre cœur, un monde s'ouvrait, plus humain, qui les conquérait par la pitié, par l'éternel cri de misère qu'ils devaient désormais entendre monter de toutes choses. Du reste, ils étaient peu difficiles, ils montraient une belle gloutonnerie de jeunesse, un furieux appétit de lecture, où s'engouffrait l'excellent et le pire, si avides d'admirer, que souvent des œuvres exécrables les jetaient dans l'exaltation des purs chefs-d'œuvre. Et, comme Sandoz le disait à présent, c'était l'amour des grandes marches, c'était cette fringale de lecture qui les avait protégés de l'engourdissement invincible du milieu. Ils n'entraient jamais dans un café, ils professaient l'horreur des rues, posaient même pour y dépérir comme des aigles mis en cage, lorsque déjà des camarades à eux traînaient leurs manches d'écoliers sur les petites tables de marbre en jouant aux cartes la consommation. Cette vie provinciale qui prenait les enfants tout jeunes dans l'engrenage de son manège, l'habitude du cercle, le journal éplé jusqu'aux annonces, la partie de dominos sans cesse recommencée, la même promenade à la même heure sur la même avenue, l'abrutissement final sous cette meule qui aplatit les cervelles, les indignait, les jetait à des protestations, escaladant les collines voisines pour y découvrir des solitudes ignorées, déclamant des vers sous des pluies battantes, sans vouloir d'abri, par haine des cités. Il projetait de camper au bord de la Viorne, d'y vivre en sauvage, dans la joie d'une baignade continuelle, avec 5 ou 6 livres, pas plus, qui auraient suffi à leurs besoins. La femme elle-même était bannie. Ils avaient des timidités, des maladresses, qu'ils érigeaient en une austérité de gamins supérieurs. Claude, pendant 2 ans, s'était consumé d'amour pour une apprentie chapelière, que chaque soir il accompagnait de loin, et jamais il n'avait eu l'audace de lui adresser la parole. Sandoz nourrissait des rêves, des dames rencontrées en voyage, des filles très belles qui surgiraient dans un bois inconnu, qui se livreraient tout un jour, puis qui se dissiperaient comme des ombres au crépuscule. Leur seule aventure galante les égayait encore, tant elle leur semblait sotte. Des sérénades données à 2 petites demoiselles du temps où ils faisaient partie de la musique du collège. Des nuits passées sous une fenêtre, à jouer de la clarinette et du cornet à piston. Des cacophonies affreuses effarant les bourgeois du quartier jusqu'au soir mémorable où les parents révoltés avaient vidé sur eux tous les pots à eau de la famille. Ah, l'heureux temps! Et quels rires attendris au moindre souvenir! Les murs de l'atelier étaient justement couverts d'une série d'esquisses faites là-bas par le peintre dans un récent voyage. C'était comme s'ils avaient eu, autour d'eux, les anciens horizons, l'ardent ciel bleu sur la campagne rousse. Là, une plaine s'étendait, avec le moutonnement des petits oliviers grisâtres jusqu'aux dentelures roses des collines lointaines. Ici, entre des coteaux brûlés, couleur de rouille, l'eau tarie de la Viorne se desséchait sous l'arche d'un vieux pont, enfariné de poussière, sans autre verdure que des buissons morts de soif. Plus loin, la gorge des Infernets ouvrait son entaille béante au milieu de ces écroulements de roches foudroyées, un immense chaos, un désert farouche, roulant à l'infini ses vagues de pierre. Puis, toutes sortes de coins bien connus,
Le vallon de repentance, si resserré, si ombreux, d'une fraîcheur de bouquet parmi les champs calcinés. Le bois des trois bons dieux, dont les pins, d'un vert dur et verni, pleuraient leur résine sous le grand soleil. Le jade bouffant, d'une blancheur de mosquée, au centre de ces vastes terres, pareilles à des mares de sang. D'autres encore, des bouts de routes aveuglantes qui tournaient, des ravins où la chaleur semblait faire monter des bouillons à la peau cuite des cailloux, des langues de sables altérés et achevant de boire goutte à goutte la rivière, des trous de taupes, des sentiers de chèvres, des sommets dans l'azur. « Tiens !» s'écria Sandoz en se tournant vers une étude. « Où est-ce donc ça ?» Claude, indigné, brandit sa palette. « Comment ? Tu ne te souviens pas ? Nous avons failli nous y casser les os. Tu sais bien, le jour où nous avons grimpé avec Dubuche du fond de Jaumegarde. C'était lisse comme la main, nous nous cramponnions avec les ongles, tellement qu'au beau milieu, nous ne pouvions plus ni monter ni descendre. Puis en haut, quand il s'est agi de faire cuire les côtelettes, nous nous sommes presque battus, toi et moi. » Sandoz, maintenant, se rappelait. « Ah oui, chacun devait faire cuire la sienne sur des baguettes de romarin. Et comme mes baguettes brûlaient, tu m'exaspérais à blaguer ma côtelette qui se réduisait en charbon. » Un fou rire les secouait encore. Le peintre se remit à son tableau, et il conclut gravement. « Fichu tout ça, mon vieux. Ici, maintenant, il n'y a plus à flâner. » C'était vrai. Depuis que les trois inséparables avaient réalisé leur rêve de se retrouver ensemble à Paris, pour le conquérir, l'existence se faisait terriblement dure. Ils essayaient bien de recommencer les grandes promenades d'autrefois. Ils partaient à pied certains dimanches par la barrière de Fontainebleau, allaient battre les taillis de Verrières, poussaient jusqu'à Bièvre, traversaient les bois de Bellevue et de Meudon, puis rentraient par Grenelle. Mais ils accusaient Paris de leur gâter les jambes. Ils n'en quittaient plus guère le pavé, tout entier à leur bataille. Du lundi au samedi, Sandoz s'enrageait à la mairie du 5e arrondissement, dans un coin sombre du bureau des naissances, cloué là par l'unique pensée de sa mère, que ses 150 francs nourrissaient mal. De son côté, Dubuche, pressé de payer à ses parents les intérêts des sommes placées sur sa tête, cherchait de basses besognes chez les architectes, en dehors de ses travaux de l'école. Claude, lui, avait sa liberté, grâce aux 1000 francs de rente. Mais quelle fin de mois terrible, surtout lorsqu'il partageait le fond de ses poches. Heureusement, il commençait à vendre de petites toiles achetées des 10 et 12 francs par le père Malgras, un marchand rusé. Et du reste, il aimait mieux crever la faim que de recourir au commerce, à la fabrication des portraits bourgeois, des saintetés de pacotille, des stores de restaurants et des enseignes de sages-femmes. Lors de son retour, il avait eu dans l'impasse des Bourdonnais un atelier très vaste. Puis, il était venu au quai de Bourbon, par économie. Il y vivait en sauvage, d'un absolu dédain pour tout ce qui n'était pas la peinture, brouillé avec sa famille qui le dégoûtait, ayant rompu avec sa tante, charcutière aux Halles, parce qu'elle se portait trop bien, gardant seulement au cœur la plaie secrète de la déchéance de sa mère, que des hommes mangeaient et poussaient au ruisseau. Brusquement, il cria à Sandoz. « Hé, dis donc, si tu voulais bien ne pas t'avachir !» Mais Sandoz déclara qu'il s'ankylosait et il sauta du canapé pour se dérouiller les jambes. Il y eut un repos de 10 minutes. On parla d'autre chose. Claude se montrait débonnaire. Quand son travail marchait, il s'allumait peu à peu, il devenait bavard, lui qui peignait les dents serrées, rageant à froid dès qu'il sentait la nature lui échapper. Aussi, à peine son ami eut-il repris la pose, qu'il continua d'un flot intarissable, sans perdre un coup de pinceau. « Hein, mon vieux, ça marche. Tu as une crâne tournure là-dedans. Ah, les crétins, s'ils me refusent celui-ci, par exemple. Je suis plus sévère pour moi qu'ils ne le sont pour eux, bien sûr. Et lorsque je me reçois un tableau, vois-tu, c'est plus sérieux que s'il avait passé devant tous les jurys de la terre. Tu sais, mon tableau des Halles, mes 2 gamins sur des tas de légumes. Eh bien, je l'ai gratté. Décidément, ça ne venait pas. Je m'étais fichu là dans une sacrée machine,
trop lourde encore pour mes épaules. Oh, je reprendrai ça un jour, quand je saurai. Et j'en ferai d'autres. Oh, des machines à les flanquer tous par terre d'étonnement. » Il eut un grand geste, comme pour balayer une foule. Il vida un tube de bleu sur sa palette, puis il ricana en demandant quelle tête aurait devant sa peinture son premier maître, le père Belloc, un ancien capitaine manchot qui, depuis un quart de siècle, dans une salle du musée, enseignait les belles hachures aux gamins de Plassans. D'ailleurs, à Paris, Berthoud, le célèbre peintre de Néron au cirque, dont il avait fréquenté l'atelier pendant 6 mois, ne lui avait-il pas répété à 20 reprises qu'il ne ferait jamais rien ? Ah, qu'il les regrettait aujourd'hui, ces 6 mois d'imbéciles tâtonnements, d'exercices niais sous la férule d'un bonhomme dont la caboche différait de la sienne. Il en arrivait à déclamer contre le travail au Louvre. Il se serait, disait-il, coupé le poignet plutôt que d'y retourner gâter son œil à une de ces copies qui encrassent pour toujours la vision du monde où l'on vit. Est-ce que, en art, il y avait autre chose que de donner ce qu'on avait dans le ventre ? Est-ce que tout ne se réduisait pas à planter une bonne femme devant soi, puis à la rendre comme on la sentait ? Est-ce qu'une botte de carottes, oui, une botte de carottes, étudiée directement, peinte naïvement, dans la note personnelle où on la voit, ne valait pas les éternelles tartines de l'école, cette peinture au jus de chic honteusement cuisinée d'après les recettes ? Le jour venait où une seule carotte originale serait grosse d'une révolution. C'était pourquoi, maintenant, il se contentait d'aller peindre à l'atelier Boutin, un atelier libre qu'un ancien modèle tenait rue de la Huchette. Quand il avait donné ses 20 francs au massier, il trouvait là du nu, des hommes, des femmes, à en faire une débauche dans son coin. Et il s'acharnait. Il y perdait le boire et le manger, luttant sans repos avec la nature, fou de travail, à côté des beaux-fils qu'il accusait de paresse ignorante et qui parlaient arrogamment de leurs études parce qu'ils copiaient des nez et des bouches sous l'œil d'un maître. Écoute ça, mon vieux. Quand un de ces cocos-là aura bâti un torse comme celui-ci, il montera me le dire, et nous causerons. Du bout de sa brosse, il indiquait une académie peinte pendue au mur, près de la porte. Elle était superbe, enlevée avec une largeur de maître. Et à côté, il y avait encore d'admirables morceaux, des pieds de fillette exquis de vérité délicate, un ventre de femme surtout, une chair de satin, frissonnante, vivante du sang qui coulait sous la peau. Dans ces rares heures de contentement, il avait la fierté de ces quelques études, les seules dont il fut satisfait, celles qui annonçaient un grand peintre, doué admirablement, entravé par des impuissances soudaines et inexpliquées. Il poursuivit avec violence, sabrant à grands coups le veston de velours, se fouettant dans son intransigeance qui ne respectait personne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.